Écoutez, d'abord, quand on parle de l'histoire de la Russie soviétique ou de l'histoire de l'URSS, je dirais que à l'heure actuelle, ce n'est pas totalement neuf, mais enfin, à l'heure actuelle, euh, on, on se heurte à une quasi-impossibilité de rester sur le terrain historique. En tout cas, dans un pays comme la France, parce que pour toute une série de raisons qui tiennent à la conjoncture générale, nationale et internationale, l'histoire de la Russie soviétique est devenue un enjeu purement idéologique et politique et qui a évacué pratiquement toute dimension scientifique. C'est comme ça, évidemment. Ça seul ferait, je dirais, une conférence entière, parce que évidemment, l'URSS, bon, je dirais l'URSS, hein, on considérera que l'URSS c'est la Russie soviétique, puis l'URSS depuis 1922, mais bon, l'URSS c'est quelque chose qui en France a toujours donné lieu à, je dirais, une confusion entre l'histoire et la propagande. La France a été, comme tous les pays capitalistes, c'est-à-dire tous les autres pays que l'URSS pendant longtemps, un pays qui a mobilisé des forces absolument énormes, les forces de sa presse, de son monde éditorial, de la vie politique, du débat idéologique contre l'Union soviétique. Et il y a eu pendant longtemps, je dirais, des forces de résistance qui étaient pro-soviétiques et par conséquent qui faisaient un tout petit barrage. Mais ça, c'est quelque chose qui a pratiquement disparu depuis 30 ans. Et ça a eu des effets. C'est presque, évidemment, pour un historien, je dirais que c'est un aspect particulièrement préoccupant. Ça a fait de la France un des pays où pratiquement la question de la révolution russe, la question de l'URSS, ne se pose jamais comme une question scientifique ou historique. Voilà, c'est comme ça. Ça a d'ailleurs chassé de France, je dirais, l'historiographie sérieuse qui a existé, parce qu'on a eu une historiographie sérieuse de l'URSS en France, mais ça n'existe plus, et par conséquent, sur quelque thème que ce soit, on n'est pas sur le terrain scientifique, on est sur le terrain de la folie, de la propagande, et puis, comme je dirais, la France a rejoint sur ce plan une série de pays, qu'à l'échelle de l'Union européenne, c'est devenu une orchestration qui a été notamment symbolisée par le livre noir du communisme qui remonte maintenant à 20 ans. Je dirais qu'on ne peut aborder aucun thème sans tomber dans une véritable caricature. Si vous voulez, je dirais, pour un Français, ça me semble une comparaison acceptable. Quand on parle de l'URSS en France, c'est à peu près, si on veut comparer à la Révolution française, qui est un terme de comparaison très important, c'est à peu près comme parler de Marat ou de Robespierre ou de Marat. C'est-à-dire qu'il existe une importante historiographie sérieuse sur la question, mais finalement elle est complètement exclue du champ, et vous avez une image qui triomphe de Marat, le boucher sanguinaire. Marat est sans doute la personnalité intellectuelle et même l'homme politique, enfin un des plus importants de la Révolution, sans doute un des plus raisonnables, un des plus réfléchis, et il est devenu une espèce de personnage effroyable, avec une Charlotte Corday qui est un ange de vertu et qui a évidemment bien fait de le liquider. Ou alors Robespierre, sur lequel la France a eu, c'est très logique d'ailleurs, une forte avance en matière de recherche historique. On a eu de très très grands historiens qui ont travaillé sur Robespierre et qui d'ailleurs, dont certains, c'est un élément positif, recommencent à travailler sur Robespierre avec un certain sens scientifique, mais on a un Robespierre qui est complètement en décalage, parce que Robespierre est un des personnages les plus honnis
de l'histoire de France. Si vous voulez, Robespierre, c'est Staline, c'est Lénine qui finalement est méchant, aussi méchant que Staline, enfin vous voyez. Alors évidemment, à partir de là, quelques questions qu'on va aborder se trouvent sur ce terrain. D'abord, qu'est-ce que c'est que la terreur? Je dirais que on ne peut pas parler de révolution soviétique sans parler à la fois objectivement et subjectivement de révolution française. Je dis bien objectivement et subjectivement. Objectivement, parce que c'est la première révolution avec ce caractère de classe, une véritable révolution, la révolution française, c'est-à-dire une révolution qui se traduit par des transformations extrêmement profondes, par des transformations dans l'appareil d'État. Une classe cède la place à une autre classe et par conséquent on est dans ce qu'on peut appeler une révolution, c'est-à-dire un changement radical, et l'ancien mode de production est remplacé par un nouveau mode de production, c'est-à-dire que le système féodal est mis à bas et le système capitaliste l'emporte. Alors évidemment, ça a des aspects, je dirais à beaucoup d'égards, moins radicaux que la première grande révolution du XXe siècle, parce que sont aux prises des classes différentes, l'aristocratie d'un côté, la bourgeoisie de l'autre, et entre ces classes, l'opposition est très forte, mais l'opposition peut n'être pas radicale jusqu'au bout. Et il y a une analyste, il y en a beaucoup, mais je pense à un travail récent, un travail remarquable d'un historien américain remarquable qui s'appelle Arnaud Meyer, et qui a fait un ouvrage qui a été traduit en français par le terme de violence et terreur, et qui fait une comparaison entre la Révolution française et la Révolution soviétique, et qui montre que la Révolution française est une révolution qui, au départ, provoque des bouleversements qui peuvent sembler comparables, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement de classes qui est terrible, mais et ça provoque évidemment, ça met la France dans une situation de forteresse assiégée, puisqu'elle doit subir l'assaut non pas seulement de la classe qui a été chassée, mais surtout des classes homologues de l'ensemble de l'Europe féodale qui viennent au secours de la classe féodale chassée. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que on ne peut pas parler de terreur sans analyser la terreur française. Qu'est-ce qui se passe en France et qui est caractéristique de toutes les révolutions qui ont suivi, c'est-à-dire de toutes ces transformations de classes qui ont toutes été violentes pour des raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, parce qu'aucune classe sociale dominante ne se laisse chasser. Aucune. Ça n'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu historiquement. Et donc ce qui se passe, c'est que dès la Révolution française, les choses finalement se passent à l'intérieur, bon évidemment, avec des rebondissements, avec des conflits, mais ça n'est pas si sanglant que ça. Hein, on prend la Bastille, on met bien une tête ou deux, quelques têtes sur une pique, mais enfin, grosso modo, il y a un mouvement massif, un mouvement de masse, avec cette caractéristique d'ailleurs qui rend la Révolution française plus complexe, parce que c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir, c'est la bourgeoisie des villes, c'est la bourgeoisie du capitalisme commercial et bancaire qui prend le pouvoir, mais elle est obligée contre l'aristocratie de s'appuyer sur les classes populaires. Elle ne peut pas l'emporter sans les classes populaires. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ces classes populaires, elles sont constituées de deux éléments. Un élément très très majoritaire qu'on retrouve d'ailleurs dans la Révolution soviétique, la paysannerie. Et la bourgeoisie est obligée de faire des concessions à la paysannerie, pas si facilement que ça,
parce que ça dure 4 ans quand même. Les paysans, ils sont révolutionnaires jusqu'à l'abolition sans indemnité des droits féodaux en juillet 1793. Après, ils cessent de l'être. Puis il y a un autre groupe, qui est le groupe de travailleurs des villes ou petits peuples des villes, qui lui aussi soutient la révolution bourgeoise, mais qui a des revendications propres. Or, qu'est-ce qui se passe? Finalement, l'affrontement de la Révolution française, ça n'est pas tant un affrontement direct entre la grande aristocratie et la population. L'aristocratie, elle s'en va tout de suite. L'émigration, chez nous, elle commence fin 89, début 90. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? La classe chassée, assez facilement chassée, va faire appel aux classes homologues de tous les pays. Avec d'ailleurs une dimension qui est très forte, mais qui est moins forte que dans la Révolution d'octobre, c'est-à-dire que l'aristocratie européenne ne possède pas la terre française. Mais elle bénéficie du même système féodal, parfois encore bien plus rigoureux qu'en France. Et évidemment, la Révolution française, c'est une abomination pour elle, puisqu'elle a des paysans qu'elle écrase, qu'elle surexploite, qu'elle fait crever de faim, et qui pourrait avoir l'idée de faire la même chose que les paysans français. Par conséquent, ce qui oblige à la terreur, ce qui contraint les révolutionnaires français à la terreur, c'est-à-dire cette période qui correspond à une radicalisation de la Révolution française, c'est une agression extérieure. On peut discuter des raisons pour lesquelles il y a eu des conflits à l'intérieur de la Révolution française, pourquoi certains ont voulu la guerre et d'autres n'ont pas voulu. Je rappelle d'ailleurs que Robespierre ne la voulait pas, la guerre, parce qu'il pensait que de la guerre surgirait un dictateur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu terreur quand la classe émigrée s'est appuyée sur ses homologues européennes et est venue agresser la France et menacer Paris, par exemple, avec le manifeste de Brunswick, à l'été 1792, d'une liquidation radicale, d'un Paris rasé, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans une situation où les classes évincées se sont appuyées sur des classes extérieures, parce que c'est la coalition étrangère qui a créé la terreur, pas autre chose. Alors c'est très intéressant parce que depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis la première révolution aussi radicale, il y a eu des processus quasi-révolutionnaires, je pense à l'Angleterre et au XVIIe siècle, mais ce qu'on appelait la Grande Révolution, ce que même les soviétiques ont appelé la Grande Révolution, c'est-à-dire la Révolution française, c'est quand même l'élément fondateur d'un changement de classe au pouvoir, et d'une transformation sociale. Eh bien, dès ce moment-là, la terreur n'est en aucun cas un choix des révolutionnaires. C'est-à-dire que le fait qu'une classe soit lésée, d'une classe dominante soit lésée, et qu'elle n'accepte pas son éviction, l'amène à s'appuyer sur l'étranger, et c'est la dimension, je dirais, c'est la dimension essentielle de la violence révolutionnaire qui s'est reproduite dans toutes les révolutions. Ce qui veut dire qu'aucune révolution, à l'époque contemporaine, qui chez nous en France est ouverte par la Révolution, parce que dans la division en période en grande période de l'histoire française, la tradition a été longtemps
ça peut varier, ça peut être le 19e siècle, mais d'établir la période contemporaine à la Révolution, au début de la Révolution. Parce qu'on considère qu'on passe du système féodal au système capitaliste, que les institutions modernes contemporaines sont créées à ce moment-là. Et donc, c'est clair, la question, après, la question de savoir d'où vient la terreur, c'est une question qui se pose historiquement, c'est-à-dire comment ça s'est déclenché. Est-ce que les révolutionnaires se sont heurtés à ce qu'on appelle une guerre civile, dans laquelle le rapport des forces aurait été tellement étroit que le sort aurait été incertain? Concrètement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a terreur à partir du moment où il y a agression étrangère. Et la guerre civile, ça n'est pas une guerre civile, exclusivement. Bien sûr que c'est une guerre civile, parce que les nobles qui sont encore là, une partie du clergé que le tiers-état, qui appartenait au tiers-état, que la bourgeoisie et la population pouvaient penser aller de leur côté, a fini par aller du côté de la monarchie et de la noblesse. Mais enfin, finalement, l'essentiel de ce qu'on appelle la guerre civile, ça n'est pas la guerre civile, c'est l'intervention étrangère. Et il n'y a pas de terreur avant l'intervention étrangère. Et il n'y a pas eu de terreur avant l'intervention étrangère dans la Révolution soviétique, sachant que la Révolution soviétique a fait l'objet d'une agression extérieure tout de suite, immédiatement, pratiquement. Elle s'organise en 1918. D'ailleurs, quand on regarde les événements, elle s'organise même avant. C'est-à-dire que, et ça, jusqu'à nouvel ordre, la chute des soviets n'a pas provoqué d'ouverture d'archives faramineuses. Je signale que les événements, l'événement du temps court, il a été particulièrement bien relevé par quelqu'un comme John Reed, dont Les 10 jours qui ébranlèrent le monde est un ouvrage, je dirais, particulièrement factuel. C'est d'ailleurs un remarquable ouvrage de ce que en France on a l'habitude d'appeler histoire immédiate, et qui a quand même beaucoup d'exemples. Je pense que parmi les grands champions de l'histoire immédiate, il y a des gens comme Marx et Engels qui, dans leur analyse des révolutions de 1848-1849 en Allemagne, ont donné, et pas seulement à cette occasion, dans l'analyse de la révolution de 1848 en France, dans l'analyse du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ont donné une analyse au jour le jour, qui était une analyse tout à fait remarquable. Je veux faire une incidente d'ailleurs. Quand j'étais étudiante, c'est-à-dire ma foi il y a longtemps, dans les années 60, à partir de la deuxième moitié des années 60, en France, dans une université qui n'était aucunement marxiste ou exclusivement marxiste, on travaillait sur la révolution de 1848 avec la brochure de Marx et les luttes de classe en France. Et ceux qui la liront pourront constater, s'ils s'intéressent à l'histoire du XIXe siècle, à quel point l'enregistrement des événements est minutieux et n'a été démenti par aucune recherche supplémentaire. Mais quand vous regardez le livre de John Reed, vous êtes frappé par la violence du caractère de classe des affrontements, non pas seulement de novembre 1917, mais d'avant novembre 1917, c'est-à-dire de l'année 1917, sans parler de la violence antérieure, c'est-à-dire toute cette année où la grande bourgeoisie, cette grande bourgeoisie qui est en Russie, occupe finalement une place
si marginale, parce que elle ne tient que, je dirais qu'elle ne tient qu'avec le soutien du grand capital étranger qui contrôle l'essentiel de l'économie moderne du pays. Hein. Et on le voit d'ailleurs, parce que ce que raconte ce grand journaliste, parce que Reed est un remarquable journaliste. Je veux dire, moi je suis très admirative de ce que quelqu'un qui était, incontestablement, qui se sentait communiste, qui se sentait en toute sympathie avec la révolution russe, et puis avec la deuxième révolution, et même d'ailleurs avec le début de la première révolution, je suis très frappée par le fait qu'il a une objectivité de récit, y compris d'ailleurs quand il doit analyser un certain nombre de caractéristiques des hésitations de l'année 1917, des pratiques même de son camp de l'année 1917. Eh bien, sans arrêt, il montre que la bourgeoisie, les nobles bien sûr, les blancs de l'armée, n'ont qu'une obsession, c'est de s'appuyer sur l'étranger pour écraser cette révolution qui sente monter, parce que la révolution de février, de mars, comme chacun sait, que la révolution de février n'a amené aucun changement dans la situation de la population et que la population se radicalise dans des conditions extrêmement préoccupantes, puisque les paysans signalent leur lassitude de la guerre avec leurs pieds, et que non seulement ils s'en retournent chez eux, mais que chez eux, ils organisent un bazar insupportable, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle des terres, ils se bagarrent avec les nobles, etc. Et toute l'année 1917, vous comprenez bien qu'il y a évidemment des éléments d'une guerre civile, mais d'une guerre civile qui ne restera pas une guerre civile. Hein. Je rappelle qu'une guerre civile, c'est la guerre intérieure, mais d'une guerre civile qui sera déterminée du côté des privilégiés, qui sera déterminée par l'intervention de l'étranger. Alors moi, je fais partie des historiens, je dirais, qui cherchent à faire de l'histoire avec des faits, en croisant des faits, en observant les faits, en les comparant, et je ne me pose jamais la question, une question historique en termes moraux. Je considère, ce qui est une dimension qui a pratiquement disparu de l'historiographie en France, ce qui fait de moi actuellement quelqu'un de tout à fait isolé, où je ne suis pas inquiète, ce que j'ai écrit ne restera pas isolé pendant des décennies ou des siècles. Je suis tout à fait convaincue, et encore plus convaincue si je vois l'exemple de la Révolution russe, mais pas seulement. Et si je lis John Reed, et j'apprécie beaucoup la lecture de John Reed, je suis tout à fait convaincue que l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Qu'on le veuille, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie ou pas. Et la terreur, ça a été une réaction de défense, je dirais, de ceux auxquels le rapport de force avait donné une majorité populaire. On n'arrivera jamais à déterminer exactement dans quelle mesure la majorité était majoritaire, mais toutes les études historiques sérieuses, et il y en a eu avant ces dernières décennies, il y en a eu beaucoup, et il y en a eu beaucoup en France. Toutes les études historiques sérieuses avaient démontré, on le voit dans l'historiographie française des années 1960-1970 par exemple, avaient démontré que les bolcheviks étaient certes tout à fait minoritaires en février, mais que dans une situation qui s'est trouvée subjectivement, commençons par objectivement,
objectivement révolutionnaires, ils ont été les seuls, à un moment donné, à emporter l'adhésion populaire. Et ça, si vous voulez, c'est pas une question morale. Savoir si les bolcheviks, entre février et l'été, après les émeutes de juillet, disons dans la période émeutes de juillet, subversion de Kornilov, entre juillet et août et octobre, déjà, je dirais, de février, enfin février-mars à juillet, ils progressent. À partir d'août, ils progressent considérablement, y compris parmi les paysans. Ils n'étaient pas majoritaires chez les paysans. Ça ne fait pas le moindre doute. Qu'en octobre, novembre, ils recueillent chez les paysans un assentiment majoritaire parce qu'ils sont les seuls à exprimer l'intention de donner la terre et à exprimer une intention qui recueille un certain crédit, parce que pendant tous les mois précédents, ils ont montré qu'ils mettaient en adéquation leurs promesses avec leurs actes, ça c'est sûr aussi. Et d'ailleurs, j'ai recherché ces derniers temps, je n'ai pas retrouvé, parce que je n'ai pas le temps de relire par les temps qui courent Marx et Engels, mais j'ai le souvenir très, très net, même si j'ai oublié l'œuvre, j'ai le souvenir très net que Marx et Engels disent à un moment de leurs travaux que les révolutions, ça fait bouger les choses quelquefois en quelques semaines ou en 2 mois, plus vite qu'en 200 ans. C'est ce qui s'est produit en 1789, ou entre 1789 et 1795, et c'est ce qui s'est produit encore plus vite, compte tenu des transformations, compte tenu de la situation de classe, évidemment, qui n'est pas du tout la même. C'est ce qui s'est produit, ou en tout cas qui n'est partiellement pas la même, hein, puisqu'il y avait une majorité de paysans sans terre, ou de paysans qui voulaient plus de terre en France, ou de paysans sans terre qui voulaient de la terre en Russie. Mais il est clair que la conjoncture de classe de 1917, quoi qu'on veuille et quoi qu'on raconte depuis, a donné, que ça plaise ou non, a donné la majorité aux bolcheviks. Ils s'en sont très bien sortis, c'est-à-dire qu'ils ont su profiter d'une situation révolutionnaire. Je ne connais pas d'exemple d'histoire de révolution qui se soit déroulée autrement. Parce que si on étudie la révolution russe, oui, on a les mêmes phénomènes qu'ailleurs, c'est-à-dire que dans un processus de révolution, tout va comme la tempête. C'est-à-dire que le rapport de force, il subit des modifications qui sont énormes, qui étaient absolument inenvisageables dans la période antérieure. Qui est-ce qui imaginait en 1789 que les paysans feraient la grande peur, brûleraient les châteaux, etc. Personne ne pouvait l'imaginer. Bon. En tout cas pas à cette échelle. Qui est-ce qui pouvait imaginer que les paysans prendraient possession des terres de fait ou déserteraient en masse? Voilà, les choses se sont déroulées comme ça. Et la réalité, c'est que de février à octobre 1917, toutes les forces politiques se sont démonétisées, sauf les bolcheviks, y compris les socialistes révolutionnaires, qui étaient très majoritaires chez les paysans, puisque les paysans croyaient, depuis la fin du XIXe siècle, puisque les socialistes révolutionnaires le leur avaient dit, que les socialistes révolutionnaires leur donneraient la terre. Donc, terreur, il y a eu terreur,
il y a eu terreur à partir du moment, et terreur installée, bien entendu, il y a eu des mesures répressives. Alors, des mesures répressives qui sont d'ailleurs liées, le début de la terreur, disons déjà début 1918, janvier 1918, les premières mesures de terreur sont intimement liées à la conjoncture, non pas seulement nationale, mais nationale et internationale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Toutes les classes dirigeantes font appel à l'étranger. On le sait, on voit très bien décrit d'ailleurs dans John Reed. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, sauf exception, les forces politiques intérieures désertent le camp des transformations. C'est comme ça. Les bolcheviks n'avaient pas décidé d'être tout seuls, ils avaient décidé d'être en compagnie, ils se sont retrouvés tout seuls. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé que les transformations, ils avaient les moyens de les établir avec le soutien populaire dont ils disposaient. Celui de la petite classe ouvrière de 3 millions était écrasant, et celui des paysans était très fort en octobre-novembre 1917. Ils ont décidé qu'ils se contentaient de ce soutien et par conséquent qu'ils réalisaient les transformations qu'ils avaient promises. D'ailleurs, je pense, moi je viens de faire un article là-dessus, un petit article pour un journal progressiste belge, justement sur la vision de la Révolution d'octobre, et je fais observer que dans ces premières transformations, finalement, on a tout simplement la réalisation d'une promesse qui n'est pas simplement le fait des bolcheviks, qui est majoritaire, c'est-à-dire que la paysannerie, elle veut la paix et la terre. Les bolcheviks lui donnent la paix et la terre. On peut gloser pour dire « Ah ah ah, les bolcheviks ont changé de programme », le problème est... Enfin, de toute façon, la tâche de l'historien, c'est pas de faire de la morale et de dire que les uns ont fait ceci, que c'est pas bien. Non, la question c'est que les bolcheviks se sont dit comment on fait pour obtenir les transformations, pour faire les transformations profondes. Est-ce qu'on donne satisfaction à la paysannerie? La paysannerie veut la terre. Elle veut la terre, on reprend le programme des socialistes révolutionnaires. C'est comme ça. Après, on peut gloser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Est-ce qu'ils avaient une chance de faire autrement, de réussir s'ils faisaient autrement? Ça, c'est sûr que non. Et par conséquent, la seule chose qu'on puisse observer, c'est qu'on a eu, comme la bourgeoisie française a été très astucieuse, s'est appuyée sur une population qu'elle était décidée à garder en laisse, mais enfin il fallait bien qu'elle s'appuie sur elle, hein. On pouvait pas, la bourgeoisie française, elle ne pouvait pas l'emporter contre la coalition internationale si le peuple des villes n'avait pas de pain et si les paysans n'acceptaient pas de former les armées révolutionnaires. Il est arrivé exactement la même chose aux bolcheviks. La paix, ils l'ont promise, ils l'ont faite. Elle avait été promise, elle n'avait pas été faite. Donc il faut bien voir que d'un côté la terreur, de l'autre côté le soutien ont été, je dirais, un constat. Le soutien populaire, c'est un soutien, je dirais, dont on ne peut pas faire l'analyse en termes suivants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, les bolcheviks sont tout seuls, ils réalisent les transformations, il y a en face d'eux les aristocrates tout seuls ou la bourgeoisie toute seule. Le problème, c'est que ça ne s'est pas posé dans ces termes. Objectivement, ça s'est posé dans les termes suivants. Ceux qui étaient lésés recouraient à l'étranger. Que faisaient les autres?
C'est très intéressant parce que finalement c'est un peu la question qui est posée actuellement au Venezuela, avec les gens qui disent à Maduro, écoutez, soyez très gentil, retirez-vous. Maintenant, personne ne se fait d'illusions. Où le camp populaire va céder et les autres vont revenir en place, sans compter que là-bas, de toute façon, la place, ils ne l'ont pas perdue. Parce que s'ils ne contrôlent plus le pétrole, ils contrôlent tout le reste. Et en s'appuyant sur les États-Unis, ils ont le moyen d'exercer sur le pétrole une influence déterminante, puisque les États-Unis, l'Arabie Saoudite et tous les pays opposés aux transformations du Venezuela pèsent sur la politique pétrolière du Venezuela. Donc, où le camp populaire va céder, ou il ne va pas céder, il n'y a pas de solution. Et la question qui est posée, ce n'est pas une question morale. C'est quelle classe ou quel groupe de classes va l'emporter. Donc la terreur a été en France le moyen de l'emporter pour la bourgeoisie, à l'époque appuyée sur la population, qu'elle doit accepter de nourrir. Et c'est la raison pour laquelle la bourgeoisie, qui est le maximum, c'est-à-dire le prix contrôlé, est obligée d'accepter le maximum, c'est-à-dire le prix contrôlé de la farine et du pain, parce que sinon, elle ne peut pas l'emporter sur les armées étrangères. Et c'est la même chose pour n'importe quelle révolution. On le voit très bien d'ailleurs, c'est intéressant le Venezuela. Parce que ce qui, en Russie soviétique, évidemment dans le bruit et la fureur, avec les millions de morts qu'ont constitué, qu'ont causé les interventions étrangères, c'est pas les interventions même de l'aristocratie toute seule qui ont fait les 7 millions de morts qu'évaluait le gouvernement soviétique dans ce qu'on a appelé indûment la guerre civile, c'est-à-dire les pertes de 1918 à 1920, plus que les pertes de la Première Guerre mondiale elle-même. Et je rappelle que ces pertes ne sont pas des pertes de la terreur, ce sont les pertes de la guerre étrangère, accompagnées des pratiques des Blancs, c'est-à-dire de toutes les pratiques associées à la progression en 1918 ou 1919 des armées des Blancs, avec des régions entières ravagées. Vous évoquiez tout à l'heure la terreur. Je dois dire que n'importe quel historien sérieux, disposant d'études sérieuses, et je pense là encore à Meyer, parce que son ouvrage qui a été traduit en français en 2002 est un ouvrage qui repose sur une espèce de monceau, de montagne de bibliographie, de travaux scientifiques. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre tout simplement que la terreur blanche a été tout simplement atroce. Pourquoi ? Parce que la terreur blanche, partout où les Blancs s'installent dans une région, elle vise à abolir l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, c'est la terre aux paysans. Donc qu'est-ce que font les Blancs en s'installant ici ou là ? Ils rétablissent la hiérarchie des terres, ils volent les terres aux paysans, et ils font ce que finalement la classe dirigeante ancienne a fait pendant toute la période où elle a été dirigeante, c'est-à-dire qu'ils assurent la répression. Alors la répression, évidemment, est plus ou moins intense, suivant que la population bouge ou ne bouge pas. Là, la population, elle bouge. Et comme elle bouge, elle se fait appliquer des méthodes de répression qui sont atroces. C'est-à-dire des exécutions en masse, des tortures. Et pourquoi ? Parce que la répression, c'est très clair d'ailleurs. La répression, c'est par essence, je dirais, bien que la répression existe bien sûr dans le processus révolutionnaire, c'est par essence un processus contre-révolutionnaire parce qu'il s'agit
de faire perdre à ceux qui instituent l'ordre nouveau le goût de l'ordre nouveau, et surtout, c'est-à-dire de les châtier abominablement, de les couper en petits morceaux, de les faire rôtir, etc. Mais surtout, il s'agit de dissuader ceux qui pourraient hésiter, de les faire revenir dans le droit chemin de l'ancienne société. Par conséquent, les méthodes sont atroces. Que les autres aient tiré, que les autres aient fait des pertes et que ce soit traduit par une guerre dans laquelle on ne distinguait plus, je dirais, entre la guerre intérieure et la guerre extérieure. Vous avez les Blancs en face de vous, vous leur faites pas plus de cadeaux qu'aux armées étrangères. Je veux dire, ça c'est la logique. Mais si vous voulez, la question est celle de la logique de la terreur. Je ne dirais pas de la légitimité de la terreur. Tout processus révolutionnaire qui est mis en cause par la classe dirigeante qui n'a pas la force de se battre toute seule et par conséquent qui s'appuie sur des forces extérieures considérables est un facteur de constitution de la terreur. En France, on nous fait beaucoup pleurer sur le soi-disant complot des prisons. Dans la période 92, mais il a existé le complot des prisons. C'est-à-dire que les aristocrates qui étaient emprisonnés étaient en situation de connivence totale avec l'étranger. La connivence totale avec l'étranger, c'est pas un concept nouveau au XVIIIe siècle que celui consistant à taxer une telle attitude de trahison nationale. La trahison nationale, la haute trahison, c'est, dans une situation de guerre, le choix de la puissance étrangère par un ressortissant d'une nation. Voilà comment les choses se font à l'époque, entre l'époque moderne et l'époque contemporaine. Donc le complot des prisons, il a existé. Les aristocrates s'appuyaient, quand vous regardez le détail des combats de la chouannerie, par exemple, c'est-à-dire, et je débarque avec les Anglais, je débarque avec ceux-ci, je débarque avec ceux-là, et on nous parle du génocide de la Vendée. Il n'y a jamais eu de génocide en Vendée. Il y a eu une terreur particulièrement implacable en Vendée, parce qu'en Vendée, ça débarquait de tous les jours avec les forces étrangères, les forces anglaises, etc., et que le combat était inexpiable. Voilà. C'est comme la terreur en France, elle a dû faire en tout une dizaine de milliers de victimes. Je rappelle que la semaine sanglante de la Commune, fin mai 1871, a vu tuer à peu près 30 000 personnes la semaine. De telle sorte d'ailleurs qu'au terme de la semaine sanglante, on ne trouvait plus d'ouvriers qualifiés à Paris. Et la terreur blanche en France, notamment dans la vallée du Rhône, a été globalement plus meurtrière que la terreur révolutionnaire. La terreur révolutionnaire, c'est quelque chose qui est finalement très peu meurtrier. Et on le voit très bien d'ailleurs dans la révolution soviétique, dans la guerre étrangère, civilo-étrangère soviétique. Je ne pense pas qu'il y ait... il y a peut-être des études là-dessus, je ne les connais pas. Qu'on puisse très aisément distinguer les effectifs de ce qui est les effectifs tués par les Blancs, par les Rouges. On sait ce qu'a provoqué l'intervention étrangère. Bon, soutenue par tout ce qui avait intérêt, je dirais toutes les classes qui avaient intérêt à ce que ça ne change pas,
Parce que, de ce point de vue, il est très intéressant de réfléchir sur la position des paysans. Bon, les paysans, ils ont soutenu les bolcheviks parce que les bolcheviks leur donnaient la terre. Évidemment que les paysans ont été très mécontents de devoir payer des impôts pour nourrir l'armée rouge. Et alors, regardez donc ce qui s'est passé en France. Est-ce que les paysans étaient contents d'aller revêtir l'uniforme? Non. Enfin, il n'y a pas eu des vendées partout. Il y en a qui ont accepté. Et pourquoi est-ce que les paysans, finalement, ont accepté la révolution russe, durablement? Parce que quand ils ont vu les Blancs sont venus reprendre les terres. Je veux dire, voilà, la messe était dite. La terreur blanche a été pire que la terreur en effectif. Personne n'en parle jamais. On vous explique que les Thermides d'Orient ont rétabli la démocratie. La démocratie pour qui? C'est toujours une question de classe. Bien entendu, les privilégiés vénézuéliens crient je dirais, à la tuerie permanente. Ça les embête de payer les impôts, ça les embête de devoir sacrifier des privilèges, voilà, parce que les classes privilégiées trouvent toujours qu'il n'y a aucune raison d'abolir leurs privilèges. Il y a quelques observateurs, d'ailleurs, il y en a quelques-uns d'objectifs, même dans la grande presse, qui ont de temps en temps, qui relèvent tout de même que finalement, ne se fier qu'aux criailleries de ceux qui s'opposent au changement n'est peut-être pas la manière la plus objective d'analyser une situation donnée. Ce que je me pose, c'est pas simplement de savoir si c'est les rouges ou les blancs qui sont responsables de la terreur, c'est que toute remise en cause par la classe chassée de son éviction l'amène à se tourner vers l'étranger, que cet appui sur l'étranger donne à la guerre intérieure un caractère de guerre extérieure, qui sera la caractéristique de toutes les grandes transformations à l'époque contemporaine, et que, par conséquent, on est entré avec la Révolution française dans un phénomène qui s'est avéré avec la Révolution soviétique, c'est-à-dire à partir du moment où plus aucune guerre civile n'a été une guerre civile pure, et est devenue, comme disait très bien un de nos hommes politiques en 1937 à propos de la guerre d'Espagne, qu'on appelle tout à fait indûment la guerre civile espagnole, c'est une guerre civile extérieure. La Révolution française a été une guerre civile extérieure. La Révolution soviétique a été une guerre civile très extérieure. Tellement extérieure, je le rappelle, que en 1918-1920, il y a eu sur le territoire de la jeune Russie soviétique 14 pays agresseurs, dont toutes les grandes puissances. En tête, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, qui officiellement n'ont pas été en guerre, mais ont mené une guerre clandestine sur laquelle d'ailleurs des travaux ont été conduits il y a une vingtaine d'années. Il y a un ouvrage qui est tout à fait légitimement mis en avant par Arnaud Meyer dans sa synthèse sur la Révolution, et qui a montré à quel point l'hypocrite guerre de Wilson a été aussi américaine que française ou anglaise, bien que plus discrète. Et je rappelle, c'est pour ça que je trouve grotesque cet appui sur la terreur. Si vous voulez, les guerres révolutionnaires ont fait des morts, mais l'assaut contre-révolutionnaire contre la France a fait des morts en 92-94. Sans parler des guerres ultérieures, qui sont devenues des guerres de conquête françaises, ce qui n'est jamais le cas avec les soviétiques, qui n'ont fait aucune guerre de conquête. Bon. Mais
en Russie soviétique, quand les soviétiques font les comptes début 1921, ils évaluent, et je ne vois pas qu'ils aient évalué d'une manière particulièrement fantaisiste, enfin ils ne sont pas fantaisistes à côté des évaluations de la fameuse famine génocidaire ukrainienne. Ils évaluent les morts supplémentaires de 1918 à 1920, je dirais tout compris, hein. État sanitaire de la population, maladie, c'est pas encore la famine puisqu'elle succède à l'affaire, mais quand même, dans beaucoup de régions, ça n'est pas loin, à 7 millions de morts supplémentaires. Femmes, enfants, vieillards, outre les zones valides. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie que on nous met sans arrêt devant les yeux des réalités qui sont, je dirais, des réalités mineures par rapport à l'essentiel. C'est-à-dire que ce qui est essentiel dans les pertes de la Russie, c'est les pertes occasionnées par cette agression étrangère que les soviétiques ont évaluées, pour lesquelles ils ont fait des évaluations à je ne sais plus combien de milliards de roubles, mais en tout cas, un montant très supérieur aux dettes tsaristes. Et je rappelle d'ailleurs, à propos des dettes tsaristes, que les soviétiques ont, dès le début des années 1920, on pourrait faire remarquer peut-être que tout ça n'était pas si révolutionnaire que ça, mais on s'en fiche, l'historien se doit d'enregistrer les faits. Les soviétiques ont toujours aimablement proposé aux pays capitalistes de discuter avec eux de la possibilité du remboursement des dettes tsaristes qu'ils avaient proclamées annulées, mais, ma foi, pour organiser des relations économiques normales avec le monde capitaliste, sachant que la coexistence pacifique, ils l'ont proposé d'emblée, ils ont toujours accepté une discussion sur la question, et d'ailleurs, ils ont réglé de fait un certain nombre de dettes tsaristes dans les accords commerciaux qu'ils ont passés avec un certain nombre de pays à partir du rétablissement des relations, à commencer par l'Angleterre.